Aujourd'hui, au cœur du Béarn, me semble-t-il. C'est là où tu désires nous emmener. Alors, au cœur du Béarn, certes, mais quand même dans les Hautes-Pyrénées. Bien sûr. Oui, parce qu'on va aller découvrir une des spécificités de la nation française, à savoir une bizarrerie administrative, une enclave des Hautes-Pyrénées en terre béarnaise. C'est une affaire qui remonte au XIe siècle. En fait, c'est à l'époque le mariage entre l'héritière du vicomte de Bigorre qui veut se marier avec le vicomte de Béarn et le père de la mariée a néanmoins voulu garder ses terres en Haute-Pyrénées. J'aime bien ces histoires, Ok, on ne comprend rien, mais non, mais en tous les cas, bon, c'est bizarre. Non, mais ça fait partie de ces bizarreries administratives qui ont perduré quand même depuis 8 siècles. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que même la Révolution, à l'époque de la Constituante, où on crée les départements, donc à l'époque Haute-Pyrénées et Basse-Pyrénées pour les Pyrénées-Atlantiques. C'est à cette époque-là, d'ailleurs, que Tarbes est devenu le chef-lieu. Exactement. En Eh bien, 1790. oui, mais là, tu vois, tu compliques. J'essaye de faire simple et tu compliques. Vas-y. On a gardé ces deux enclaves des Hautes-Pyrénées en Béarn et ça donne Gardère notamment. Et justement, en parlant de Gardère, nous allons découvrir le formidable château. Et puisque Gardère ne vient pas à nous, eh bien c'est nous qui allons à Gardère. Au pied des Pyrénées, le soleil du matin perce les épais nuages et réveille tout doucement les plaines du bourg de Gardère. Situé dans une enclave bigourdane au cœur du Béarn, le château, lui, se réveille aussi entre les mains de son propriétaire, David, qui, il y a 15 ans, à l'âge de 26 ans, a fait le pari fou d'acheter ce joyau du 18e pour pouvoir faire une seule chose, ouvrir ses volets et admirer des jardins à la française. Oh, c'est un vrai bonheur pour moi de me lever comme ça tous les matins avec cette vue, ces jardins, ces montagnes dans la région. C'est un vrai décor de théâtre quelque part, quoi. Si désormais David peut se balader tranquillement dans son jardin à la française, cela n'a pas toujours été le cas, car il y a 15 ans, le monument n'avait rien à voir avec le havre de paix qu'il est devenu. Ce château revient de très très loin. Ici, bon, la façade telle que je l'ai trouvée donc en 2000. Donc toutes les fenêtres avaient été éventrées. Les voleurs et tout ça, ils ont cassé énormément de carreaux pour pouvoir rentrer donc à l'intérieur et tout vider de contenu. Les volets, il n'y en avait quasiment plus. Les quelques volets qui restent, qui sont d'origine, ce sont ces 3 paires qui sont donc à l'étage, juste au-dessus de nous. Pendant des années, il n'a compté ni son temps ni son argent. Et même si on l'a traité de fou, son pari est aujourd'hui gagné et il peut être fier du travail accompli. Jamais, je pense, me séparer de cette demeure. Mon vœu le plus cher, ce serait de mourir ici, c'est certain. Ah, voilà l'équipe de choc. Salut, allez-y, entrez, je vous en prie. S'il a pu ressusciter le château de Gardère, c'est surtout grâce à des passionnés bénévoles qui viennent régulièrement l'aider à faire des travaux. Autour du café, toutes les générations sont représentées et il a créé avec certains comme Manu une relation privilégiée à l'époque où il vivait dans la bâtisse sans eau ni électricité. Je me souviens, il m'apportait régulièrement des petits plats mijotés et un tas de choses. Ces bénévoles sont donc venus au secours de David et de son château. Et ce matin, au théâtre de Verdure, ils vont réparer les escaliers. Mais pour eux, ce n'est pas du travail, c'est juste un moment de partage. Quand on se voit, on a le sourire. Là, par exemple, on est arrivé ce matin, on se dit bonjour les uns les autres. Et ça rappelle les souvenirs qu'on a passés ensemble lors des rendez-vous au jardin, lors des journées du patrimoine. Donc oui, ça fait une petite famille. Il faut qu'on enlève. Et là, on sent... Oh ouais, putain, le crapaud. Ah mais là c'est intéressant. Ils doivent s'y plaire. Ouais. Vous l'aurez compris, le château a des locataires parfois bien discrets. Et ce matin-là, entouré de ses amis passionnés, une chose est sûre pour David, le temps où il vivait seul dans ses 1000 mètres carrés en ruine est désormais bien loin. Ah, je suis toujours émerveillé par le fait de voir ces gens venir m'aider comme ça, de mordre à ce projet quelque part. Et ça, ça me touche profondément. En 15 ans, le travail a fait évoluer les lieux à l'image de l'allée centrale. Un véritable travail de fourmi qui n'a qu'un seul but, transmettre le monument dans les meilleures conditions possibles. C'est magique. C'est vrai qu'un coup de cœur pour tout le monde, quoi. Et puis on travaille à une renaissance et puis à une sorte de transmission aussi du patrimoine.
Donc c'est passionnant. Aujourd'hui, le château n'appartient plus seulement à David. Il appartient aussi à chacun de ses bénévoles. C'est une histoire unique qui va bien au-delà du simple échange. On le considère comme notre fils, quoi. Donc, quand il a besoin, il sait où frapper, il sait nous appeler. Et même nous, quand il a besoin, on est là. Mais on est combien de personnes, je sais pas. Et il y a combien d'assiettes? 2. Et au pied du château, le déjeuner clôt une matinée de labeur. Mais la vraie récompense pour David, c'est de pouvoir partager ce repas avec ceux qui sont devenus ses amis. À l'ouverture 2015, surtout, que nous souhaitons pleine de visiteurs et beaucoup d'argent pour les nouveaux projets. Santé à tous et un grand merci encore d'être là surtout. Ça n'a pas de prix pour moi parce que je ne cherche pas à m'approprier 1300 mètres carrés. Que voulez-vous que je fasse seul là-dedans? Ça n'a pas de sens. Je ne suis que locataire finalement, je ne partirai pas avec. Et c'est pour ça que je pense, c'est comme la vie, il faut la partager tout simplement. Grâce à David, le château vit à nouveau. Un pari impossible sans ces amoureux de vieilles pierres qui ont réussi à lui donner plus qu'une nouvelle vie, une nouvelle âme. Il vient de Lille, David, et à 18 ans, il décide de venir ici dans les Hautes-Pyrénées. On l'a vu dans le sujet en 2000, il fait le pari d'acheter ce château qu'il a découvert, abandonné, délabré, pratiquement en ruine. Vous avez vu, là où il y a des jardins à la française, c'était pratiquement un champ de colza. Hein. Et ça remonte à 15 ans à peine, j'allais dire. C'est un travail de titan qui a été fait, un travail de bénédictin qu'il a entrepris tout seul. Il a réuni autour de lui nombre de gens qui sont venus, que ce soit des donateurs, des mécènes, des gens qui sont venus l'aider. Aujourd'hui, il fait visiter son château. Donc il entretient le patrimoine, hein, il perpétue cette absolument. tradition. Et à chaque fois, en montrant, quand on va visiter le château, il sort les photos de l'état antérieur pour montrer le travail qui a été fait et tel qu'on peut le découvrir aujourd'hui, 15 ans après. On se rend compte de cette énormité de travail qui a été fait. Et donc, il fait revivre le château, David, mais en plus, il a recréé ces jardins, somptueux jardins à la française du 18e. C'est un véritable miracle, ce qui s'est passé là-bas à Gardères. David, pour moi, il fait vraiment partie de ces héros du patrimoine français, parce que c'est absolument magnifique le travail qui a été fait là-bas. Et je suis absolument ravi de vous remettre ce sourire de France pour tout ce que vous faites pour le patrimoine français et pour les Hautes-Pyrénées. Bravo. Félicitations, vraiment. Voilà, aider, perpétuer cette tradition, entretenir ce patrimoine et surtout le partager. D'où le sourire de France que lui remet aujourd'hui Jean-Sébastien Petit-Demange avec beaucoup d'émotion. Un héros, dit-il. J'aime bien, on en a quelques-uns aussi sur le plateau. C'est une terre de héros, hein, ici, on en reparlera tout à l'heure avec le maréchal Foch.